En juin 1944, des milliers de soldats alliés ont débarqué en Normandie pour ouvrir la voie à la libération de l'Europe. Parmi eux se trouvaient des prisonniers capturés pendant les premiers combats, des jeunes hommes qui avaient survécu au débarquement uniquement pour se retrouver sous la garde des forces allemandes. Ce qui devait être un traitement de prisonniers de guerre s'est rapidement transformé en une exécution sommaire. Des unités SS ont reçu l'ordre d'éliminer les capturés. Il n'y a pas eu de transfert vers des camps ni de registre de prisonniers. Les soldats ont été alignés en groupe et fusillés en quelques minutes. L'action n'était pas un excès isolé, mais un crime délibéré commis sous commandement direct. Le résultat a été l'élimination immédiate de dizaines de combattants qui avaient déposé les armes. Pourquoi les prisonniers du jour J ont-ils été exécutés sans procès? Quelles responsabilités ont eu les officiers allemands dans le massacre? Comment ces crimes ont-ils marqué la mémoire de la campagne de Normandie? Le jour d'acier, les Canadiens brisent le mur à Junot. Le 6 juin 1944 commença sur la côte française de Normandie l'opération militaire la plus grande exécutée en Europe occidentale durant toute la guerre. La journée, connue sous le nom de jour J, représenta l'ouverture d'un front décisif contre l'Allemagne. Ce matin-là, un vaste dispositif allié fut déployé sur 5 plages désignées comme Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. La responsabilité du secteur de Juneau incomba à la 3e division d'infanterie canadienne, qui avançait sous le commandement du major-général Rod Keller, avec le soutien de blindés et de la flotte britannique qui fournissait un tir de couverture. La mission assignée aux Canadiens consistait à sécuriser la zone de débarquement, à établir un lien avec les forces britanniques attaquant par les 2 flancs et à avancer vers l'intérieur pour atteindre la route Cambayeux, un point stratégique qui pouvait bloquer toute contre-attaque allemande vers la côte. Chaque brigade disposait d'objectifs précis qui incluaient la capture de villages côtiers, des croisements de routes et la neutralisation de fortifications situées sur la bande littorale. Le débarquement était prévu pour la mi-journée, à un moment de la marée qui permettait de surmonter les obstacles défensifs mis en place par les Allemands. La plage avait été minée et renforcée selon le plan du mur de l'Atlantique. En face se trouvait déployé le régiment d'infanterie numéro 716, composé en majorité de troupes statiques et de recrues moins entraînées, mais équipé de casemates en béton, de pièces d'artillerie côtière et de mitrailleuses qui couvraient les accès principaux. Les conditions météorologiques se sont avérées défavorables. Les vents forts et le ressac ont compliqué l'approche des bateaux de débarquement. Plusieurs embarcations ont coulé ou se sont détournées, entraînant des retards et une désorganisation dans les premières vagues. Malgré cela, la 7e brigade canadienne a commencé l'assaut devant Courseulles-sur-Mer et Grey-sur-Mer. Le régiment royal de Winnipeg et le régiment de la Reine du Canada ont débarqué sous un feu intense de mitrailleuses MG-42, de canons anti-chars et d'artillerie côtière. Les soldats ont dû se frayer un chemin à travers des barbelés et des obstacles en acier sous un feu soutenu. Entre-temps, la 8e brigade a débarqué devant Bernières-sur-Mer et Saint-Aubin. Le régiment de North Shore du Nouveau-Brunswick et le régiment de la Reine du Canada se sont heurtés aux fortifications urbaines situées près de la ligne de plage. Les ingénieurs de combat ont utilisé des charges explosives pour créer des brèches dans les murs et avancer rue par rue. À Bernières, l'infanterie fut contenue jusqu'à ce que les chars Sherman réussissent à débarquer et offrir un soutien de feu direct contre les casemates. Le soutien naval a joué un rôle essentiel. Des destroyers britanniques et canadiens se sont approchés de la côte pour utiliser leur artillerie contre des positions ennemies, détruisant des pièces de canon qui empêchaient l'avancée. L'aviation alliée est également intervenue, bien que les résultats aient été limités par le mauvais temps et la dispersion des bombes larguées avant le débarquement. Dépassée la bande côtière, la 7e brigade a réussi à sécuriser Courseulles et à pénétrer vers les carrefours situés à l'intérieur des terres. Le régiment de la Reine du Canada a subi des pertes notables dans des combats maison par maison, mais il a réussi à expulser la garnison allemande. Le régiment royal de Winnipeg a continué son avance vers Grey, où il a rencontré une résistance plus dispersée. Quant à elle, la 8e brigade a sécurisé Bernières après des affrontements prolongés et s'est dirigée vers Bény-sur-Mer, où le régiment 716 maintenait encore des nids de résistance avec des tireurs d'élite et des mitrailleuses qui ont ralenti la progression. La 9e brigade a débarqué en vagues successives avec pour objectif d'atteindre Carpiquet et l'aérodrome proche de Caen. Cependant,
L'avancée a été plus lente que prévu. Les contre-attaques allemandes en points dispersés ont obligé à consolider des positions intermédiaires et à reporter la capture de l'aérodrome. Néanmoins, les Canadiens ont réussi à pénétrer plusieurs kilomètres à l'intérieur des terres, sécurisant des localités clés bien que sans atteindre tous les objectifs initiaux. Les pertes furent élevées. Plus d'1 millier d'hommes entre morts, blessés et disparus furent comptabilisés dans le secteur de Juno. Néanmoins, l'avancée canadienne fut plus profonde que sur d'autres plages alliées. À Omaha, par exemple, les forces américaines réussirent à peine à établir une tête de pont. En revanche, le secteur canadien parvint à établir le lien avec les Britanniques à Gold et Sword, consolidant une ligne de front continue qui assurait la stabilité de l'opération dans son ensemble. Le 716e régiment fut pratiquement détruit après la journée. De nombreux soldats sont morts au combat ou ont été capturés. Cependant, les forces arrières allemandes restaient intactes. La 21e division Panzer se trouvait au sud de Caen et la 12e division Panzer Hitlerjugend, composée de jeunes des jeunesses hitlériennes dirigées par des vétérans du front de l'Est, était prête à intervenir. La réponse allemande a été retardée en raison de problèmes dans la chaîne de commandement. Les ordres de mobilisation des réserves blindées ne sont arrivés qu'en début d'après-midi, car Hitler lui-même n'avait pas été informé dans les premières heures après le débarquement. Ce retard a limité la capacité allemande de lancer une contre-attaque immédiate et a permis aux Canadiens de consolider leur position. Au cours de l'avance, des groupes de soldats allemands ont commencé à être capturés. Certains se sont rendus immédiatement en constatant que leur position avait été dépassée, d'autres ont offert une résistance isolée avant de se rendre. Le nombre de captifs a rapidement augmenté et l'arrière-garde canadienne ne disposait pas de structures préparées pour leur garde. Les prisonniers étaient réunis dans des camps improvisés en attendant d'être transférés en Angleterre. En même temps, certains Canadiens sont tombés aux mains de l'ennemi, à la suite de combats confus dans les villages et les champs où de petits groupes restaient isolés. À la fin du 6 juin, le front canadien s'était avancé de plusieurs kilomètres en territoire occupé, mais la ligne restait fragile. Les commandements ont ordonné de consolider les positions face à l'arrivée imminente de renforts allemands. La menace de la 12e SS Panzer Hitlerjugend planait au sud de Caen et anticipait des affrontements encore plus durs dans les jours suivants. La journée laissait derrière elle une tête de pont établie, un nombre significatif de pertes et la certitude que la bataille de Normandie ne faisait que commencer. Jeunesse de fer, la division Hitlerjugend entre en scène. Pendant l'été 1943, après les défaites subies sur le front oriental, le haut commandement allemand a encouragé la création de nouvelles divisions blindées. Parmi elles est apparue la 12e division Panzer SS, connue sous le nom de Hitlerjugend. Cette unité se distinguait des autres formations des Waffen-SS par sa composition particulière. La majorité de ses membres étaient de jeunes recrues issus des jeunesses hitlériennes. Le régime cherchait à transformer l'endoctrinement politique inculqué dès l'enfance en une force militaire disciplinée et fanatique, capable de combattre avec détermination face au pouvoir croissant des Alliés. Le processus d'organisation a commencé en juin de cette année-là sous la supervision directe des SS et avec l'approbation personnelle de Heinrich Himmler. Des garçons âgés de 16 à 18 ans ont été recrutés et transférés massivement vers des camps d'instruction militaire. Bien que leur expérience de guerre soit inexistante, ces jeunes avaient passé une grande partie de leur enfance sous une formation idéologique intense et une préparation physique constante. Dès l'âge de 10 ans, ils participaient à des marches, des camps et des entraînements de base avec des armes, ce qui facilitait leur transition vers l'armée régulière. Pour pallier l'inexpérience des recrues, la division a reçu un cadre d'officiers et de sous-officiers vétérans. Beaucoup provenaient de la première division SS Leibstandart Adolf Hitler et avaient combattu sur le front de l'Est. Ils apportaient des connaissances en opérations offensives, défensives et en méthodes de répression contre la population civile. La combinaison de jeunesse endoctrinée et de commandants expérimentés a forgé le caractère de la nouvelle division. La formation s'est déroulée entre l'été 1943 et le printemps 1944. Les jeunes ont appris l'utilisation d'armes légères, les tactiques d'infanterie, le combat corps à corps et la discipline de peloton. Ils ont également été entraînés à la manipulation de blindés et d'armements lourds, car l'unité était conçue comme une division Panzer.
Les sessions comprenaient un entraînement physique intensif, une instruction militaire et des discours politiques constants dispensés par des officiers des SS. La structure organisationnelle englobait des régiments de grenadiers Panzer, un régiment blindé, des unités de reconnaissance, d'artillerie, de sapeurs et des services logistiques. Vers la fin de 1943, la division réunissait près de 20 000 hommes, avec des jeunes dans les régiments d'infanterie et des vétérans dans les commandements et spécialités techniques. Parmi les dirigeants les plus influents se distinguait Kurt Meyer, connu sous le nom de Panzer Meyer. Né en 1910 et membre des SS depuis 1930, il avait accumulé de l'expérience dans les opérations rapides pendant la campagne d'Ukraine. Son style se caractérisait par l'agressivité et la disposition à employer des tactiques dures contre l'ennemi. Un autre commandant clé fut Wilhelm Mohnke, vétéran de multiples campagnes de la Pologne et de la France jusqu'à l'Union soviétique. Sa réputation de loyauté absolue au régime et son expérience dans les opérations répressives renforçaient l'orientation idéologique de la division. L'état-major comptait Hubert Meyer, tandis que le premier commandant désigné fut Fritz Witt, vétéran de campagnes en France, en Grèce et en Union soviétique, reconnu pour sa capacité organisationnelle. Les expériences accumulées par ces officiers en Biélorussie et en Ukraine se sont révélées déterminantes. Là-bas, ils avaient participé à des opérations de répression qui incluaient la destruction de villages, des fusillades de civils et des combats contre les partisans. Cet héritage a marqué la culture opérationnelle de la division, où la distinction entre actions militaires et répressives restait floue. L'endoctrinement politique était constant. Les jeunes recevaient des leçons quotidiennes sur la mission du national-socialisme, la lutte contre le bolchevisme et l'obéissance inconditionnelle aux supérieurs. Le racisme faisait partie intégrante de cette formation, transmettant du mépris envers les ennemis capturés et encourageant l'idée qu'ils étaient indignes de considération. Au printemps de 1944, la division atteignit sa pleine capacité opérationnelle. Elle fut déployée en Normandie en tant que partie du groupe d'armée B sous le commandement d'Erwin Rommel. Sa localisation dans la région de Caen répondait à un critère stratégique. Elle devait agir comme force de contre-attaque immédiate en cas de tentative de débarquement allié. Le 6 juin, lorsque l'invasion commença, la division terminait encore des entraînements et des ajustements de son équipement. Bien qu'elle fût considérée prête pour le combat, elle n'avait pas encore participé à des affrontements directs. La décision de la mobiliser dépendait de l'autorisation du haut commandement à Berlin, ce qui retarda ses premiers mouvements. Pendant les premières heures du débarquement, les nouvelles qui arrivaient au quartier général étaient confuses et fragmentaires. La surprise initiale et le manque de communication fluide empêchèrent une réponse coordonnée. Ce n'est que dans l'après-midi que commencèrent les déplacements d'unités vers le front. Les régiments de grenadiers Panzer furent mobilisés vers le secteur de Caen, où les forces canadiennes et britanniques avaient réussi à établir une tête de pont solide. Dans ce contexte, le 25e régiment, sous le commandement de Kurt Meyer, installa son quartier général à l'abbaye d'Ardennes. De là, il planifierait des contre-attaques contre les positions alliées dans des localités comme Puteaux-en-Bessin, Bretteville et Auty. La mission de la division était claire, arrêter l'avancée canadienne et britannique vers l'intérieur. La jeunesse de ces soldats n'était pas considérée comme un désavantage par les commandements allemands. Au contraire, elle était interprétée comme une garantie de fanatisme et de résistance absolue. Avec des officiers endurcis par le front oriental et une troupe prête à obéir sans poser de questions, la 12e SS Hitlerjugend se préparait à entrer en combat en Normandie. Ses débuts marqueraient l'un des épisodes les plus durs de la campagne. Puteaux-en-Yama, prisonniers abattus sans pitié. Le 7 juin 1944, à peine un jour après le débarquement en Normandie, le front canadien se trouvait dans une situation fragile. La 3e division avait réussi à établir plusieurs positions à l'intérieur des terres, mais faisait encore face à des contre-attaques locales de la 12e division Panzer SS Hitlerjugend. Un des lieux les plus disputés fut Puteaux-en-Bessin, une petite localité située au sud-ouest de Courseulles. Son contrôle était essentiel car il permettait de dominer les accès vers la route Caen-Bayeux, voie clé pour le mouvement des renforts allemands. Pendant la matinée, le régiment royal de Winnipeg, intégré dans la 7e brigade canadienne, a réussi à occuper le village après d'intenses combats.
Les soldats ont avancé dans les rues étroites, neutralisant les défenses allemandes et faisant des prisonniers. Ils ont établi des positions défensives dans les maisons et les jardins, conscients de l'importance de conserver la localité. Cependant, le succès initial s'est rapidement effondré. À midi, la 12e SS a lancé une contre-attaque avec de l'infanterie mécanisée et des chars de combat Panzer modèle 4. La force allemande a pénétré dans le village avec une grande violence et a obligé les Canadiens à reculer. Le combat dura plusieurs heures et se termina avec Puteaux à nouveau sous contrôle allemand. Lors de la retraite, de nombreux Canadiens se retrouvèrent isolés. Certains résistèrent dans des bâtiments jusqu'à épuisement des munitions, tandis que d'autres tentèrent de fuir vers leurs lignes et furent capturés dans les champs et chemins environnants. On estime qu'au cours de cette journée, plus d'une centaine de soldats canadiens tombèrent prisonniers à Puteaux et ses alentours. C'est dans ce contexte que les premières exécutions documentées de prisonniers alliés ont eu lieu en Normandie. Les témoignages recueillis après la guerre, tant de paysans locaux que de survivants, décrivent des meurtres commis immédiatement après la capture. Sur une route proche, un groupe de Canadiens s'est rendu les bras levés. Ils ont été alignés le long du chemin et peu après, des soldats de la 12e SS ont tiré avec des armes automatiques, tuant la plupart sur le coup. Quelques-uns ont tenté de fuir mais ont été abattus à quelques mètres. Les corps sont restés étendus le long de la voie, visibles pour les villageois qui ont été plus tard obligés de les enlever. D'autres prisonniers ont été exécutés individuellement. Un Canadien qui a refusé d'abandonner un camarade blessé a été maîtrisé par un soldat allemand, qui l'a maintenu au sol et l'a poignardé à plusieurs reprises avec la baïonnette. Le blessé, incapable de bouger, a été achevé peu de temps après avec un tir à bout portant. Il y a également eu des cas de violence physique avant l'exécution, des coups de crosse de fusil qui ont fracturé des os suivis de tirs à la tête. Un témoin a rapporté qu'un Canadien a été renversé, battu jusqu'à perdre connaissance et ensuite exécuté avec plusieurs balles à la tête. Les habitants de Puteaux-en-Bessin ont observé ces scènes à une certaine distance. Après le combat, des membres de la 12e SS ont obligé des paysans à enterrer des corps dans des fosses improvisées le long des chemins ou dans des fossés proches. Les villageois se souvenaient que plusieurs cadavres présentaient des blessures d'armes blanches en plus des impacts de balles, ce qui a ensuite confirmé la brutalité des morts. Les sépultures superficielles ont facilité la récupération des corps lorsque les Canadiens sont revenus quelques jours plus tard. La violence n'était pas identique dans tous les cas. Certains témoignages indiquent qu'un officier allemand de rang supérieur est intervenu pour empêcher l'exécution d'un groupe de prisonniers et a ordonné leur transfert à l'arrière. Cependant, cette décision a eu une portée limitée car d'autres détachements de la même division ont continué à tuer des captifs dans les secteurs voisins. Le manque de coordination interne et l'attitude de certains commandants subordonnés ont favorisé la répétition des exécutions à divers endroits autour du village. Pour les Canadiens survivants, la reddition à Puteaux n'offrait aucune garantie. Certains ont réussi à s'échapper et ont ensuite raconté qu'ils avaient vu leurs camarades se faire abattre après avoir remis leurs armes. Dans certains cas, les prisonniers ont été fouillés pour des documents ou des cartes et exécutés immédiatement après. Ces pratiques se sont reproduites dans plusieurs localités proches pendant les jours 7 et 8 juin. Le nombre exact de victimes à Puteaux n'a pas pu être établi avec précision, mais les rapports canadiens ultérieurs ont convenu que plusieurs dizaines de prisonniers ont été tués après leur capture. D'autres ont été conduits vers l'abbaye d'Ardennes où ils feraient face à un sort différent les jours suivants. Ce qui s'est passé à Puteaux se distingue par le caractère immédiat des crimes. Les exécutions ont eu lieu sur le champ de bataille lui-même, quelques minutes après la reddition, sans transfert vers des centres de détention. Les enquêtes ultérieures ont confirmé ces faits par le biais de témoignages de villageois, de déclarations de soldats canadiens évadés et d'analyses médico-légales sur les corps récupérés. Les autopsies ont révélé de multiples blessures de baïonnettes, des fractures dues à des coups et des tirs à courte distance, ce qui correspondait au récit de ceux qui avaient assisté à la violence. Le 8 juin, la 7e brigade, renforcée par des blindés, lança une contre-attaque pour reprendre Puteaux. Après de violents combats, la localité revint aux mains des Canadiens. Dans les rues et les champs voisins, ils trouvèrent les corps de leurs camarades. Beaucoup avaient reçu des balles dans la tête, d'autres avaient des blessures d'armes blanches à l'abdomen ou au torse.
Les rapports militaires décrivirent des groupes de prisonniers exécutés après la reddition, confirmant ce que les villageois avaient observé et ce que les survivants avaient relaté. L'ordre des Allemands aux paysans de cacher les cadavres dans des fosses improvisées n'a pas empêché les preuves d'être mises au jour. La rapidité de la contre-offensive alliée a permis de localiser les lieux d'enterrement et de récupérer les restes. Les crimes commis à Puteaux ont marqué un schéma qui se répéterait en Normandie pendant les semaines suivantes. Capture suivie de fouilles rapides et d'exécutions immédiates, en violation flagrante des conventions internationales. L'ombre d'Ardennes, la caserne transformée en abattoir. L'abbaye d'Ardennes se dressait aux abords de Caen, entourée de murs de pierre et de jardins intérieurs. Cet ensemble monastique médiéval avait été réquisitionné par les forces allemandes avant l'invasion et utilisé comme point de concentration de troupes et de matériel. Après le débarquement allié, le lieu a acquis un nouveau rôle. Il est devenu le quartier général de Kurt Meyer, commandant du 25e régiment Panzergrenadier de la 12e division SS Hitlerjugend. Le choix répondait à deux facteurs. D'une part, la proximité avec les routes d'accès à Caen, zone stratégique pour toute contre-offensive allemande. D'autre part, la solidité des structures qui offraient une protection relative contre les bombardements d'artillerie et les attaques aériennes. Le 7 juin 1944, les premiers prisonniers canadiens ont commencé à arriver dans l'enceinte. La 3e division avait combattu à Puteaux-en-Bessin, Auty et Buron, et lors de ces affrontements, certains de ces hommes avaient été capturés. Une fois à l'intérieur de l'abbaye, les prisonniers étaient conduits dans la cour centrale. Là, ils étaient fouillés par des membres de la 12e SS à la recherche d'armes de poing, de documents d'opération et de cartes de position. On leur retirait également des effets personnels tels que insignes, montres ou lettres. L'étape suivante était un bref interrogatoire. On leur demandait leur unité, le nombre de troupes déployées et l'emplacement des blindés et des pièces d'artillerie. Il n'existe pas de preuve de l'application de tortures systématiques à ce stade, bien que plusieurs témoignages ultérieurs s'accordent à dire qu'il y a eu des coups et des menaces. La procédure variait selon l'officier de garde. Certains prisonniers étaient retenus dans des dépendances improvisées, d'autres étaient conduits dans le jardin arrière. Dans ce dernier cas, la conséquence était immédiate. Le jardin, entouré de murs hauts et partiellement couverts de végétation, offrait intimité et isolement. Les prisonniers entraient un par un ou en petits groupes. On leur faisait rester debout, sans cagoule ni bandage. Un soldat armé d'un pistolet ou d'une mitraillette se plaçait derrière ou à côté et tirait à courte distance, normalement à la tête ou au cou. Les corps restaient allongés sur le sol et étaient parfois traînés vers des coins moins visibles. Entre le 7 et le 8 juin, au moins 18 soldats canadiens ont été exécutés. Les identités ont été connues plus tard grâce aux listes de disparus et aux plaques trouvées sur les corps. Parmi les victimes se trouvaient des hommes des North Nova Scotia Highlanders et des Sherbrooke Fusiliers. Certains avaient été capturés à Auty et Buron, d'autres transférés depuis Puteaux. Aucun n'a survécu après être entré dans le jardin de l'abbaye. Il y eut des exceptions isolées. Un soldat canadien parvint à s'échapper en sautant une haie et en se cachant dans les champs voisins jusqu'à atteindre ses lignes. Son récit fut crucial, car il décrivit en détail comment les prisonniers étaient refouillés, interrogés et ensuite conduits dans le jardin pour leur élimination. D'autres témoignages provenaient de paysans de la région. À distance, ils entendirent des tirs et virent des mouvements inhabituels à l'intérieur. Ces observations coïncidèrent avec les enquêtes menées après la libération de Caen. Lorsque la ville a été prise en juillet, les troupes canadiennes sont retournées à l'abbaye. Dans le jardin, elles ont trouvé des restes humains enterrés dans des fosses peu profondes. Les cadavres portaient encore des uniformes et des plaques d'identification, ce qui a permis leur reconnaissance. Les rapports médicaux ont indiqué des blessures par balle à la tête, écartant toute possibilité qu'ils soient morts au combat. Les murs du jardin présentaient des impacts de projectiles concentrés dans des zones coïncidant avec la position des corps. La disposition du lieu a aidé à comprendre la mécanique. La cour centrale servait d'espace de rassemblement pour les prisonniers. De là, ils étaient conduits par un couloir étroit vers le jardin arrière. Les murs hauts empêchaient de voir ce qui se passait à l'intérieur et amortissaient partiellement le son des tirs, ce qui expliquait la faible perception depuis les villages voisins.
La répétition de la procédure en plusieurs groupes montre que ce n'était pas une action isolée, mais une pratique délibérée. Les dossiers alliés ont confirmé 18 exécutions, bien que certains témoignages aient indiqué qu'il pourrait y en avoir eu plus. Les corps récupérés incluaient des officiers subalternes, des soldats de base et des spécialistes techniques, tous appartenant à des unités qui avaient combattu en première ligne après le débarquement à Juno. L'épisode de l'abbaye d'Ardenne est devenu l'un des crimes les plus connus de la campagne de Normandie. Non seulement à cause de la brutalité des décès, mais parce qu'il a été commis dans un endroit qui fonctionnait officiellement comme quartier de régiment. L'implication des commandements a été établie dans des enquêtes judiciaires ultérieures. Le témoignage du soldat qui s'est échappé, associé aux preuves médico-légales et aux rapports militaires, a été crucial dans les procès contre Kurt Meyer et d'autres officiers de la division. Le complexe monastique est ainsi devenu un symbole de la manière dont la 12e SS a combiné opérations militaires et exécutions sommaires au premier jour de juin. Fusillés en silence, massacres dans les châteaux et chemins normands. Les combats qui ont suivi le débarquement en Normandie ont transformé la nature de la violence contre les prisonniers canadiens. Après les affrontements de Puteaux-en-Bessin et de l'abbaye d'Ardenne, les 8 et 9 juin 1944 ont marqué une escalade dans la répression. Ce qui était jusqu'alors des exécutions immédiates après la capture est devenu des massacres systématiques, planifiés et répétés en différents endroits sous le contrôle de la 12e division SS Hitlerjugend. Les lieux de ces actions se sont concentrés autour de Bretteville, Puteaux, Caen et Quesnay. À Bretteville, la 7e brigade canadienne avait sécurisé des positions défensives, mais les contre-attaques allemandes ne cessaient pas. Pendant ces heures confuses, plusieurs soldats furent encerclés et capturés. Au lieu de les envoyer à l'arrière, environ une vingtaine fut transférée à la périphérie de la localité. Là, ils furent alignés le long d'un fossé et fusillés par un peloton. Les villageois, obligés ensuite de retirer les corps, se souvenaient comment ils furent traînés vers des champs proches et enterrés de manière superficielle. Un épisode de grand impact s'est produit dans un château réquisitionné comme quartier général par un bataillon de la division. À midi le 8 juin, 24 Canadiens et 2 Britanniques ont été conduits à l'intérieur du bâtiment. Après une fouille rapide et de brefs interrogatoires, on leur a ordonné de marcher vers un champ de tir proche. Là, les 26 prisonniers ont été obligés de se mettre en rang avec les mains en l'air ou derrière la tête. Devant eux, un peloton de panzergrenadiers attendait l'ordre. À sa réception, les SS ont ouvert le feu avec des fusils et des mitrailleuses. La plupart sont tombés instantanément. Ceux qui bougeaient encore ont été achevés par des tirs à courte distance. Parmi les victimes se trouvait un médecin canadien clairement identifié par un brassard de la Croix-Rouge. Son exécution, malgré la protection internationale qui le couvrait, a démontré que l'élimination des prisonniers était une décision consciente. Les recherches ultérieures ont confirmé qu'il s'agissait d'une exécution collective planifiée. Les corps récupérés présentaient des impacts de face et par derrière, avec un regroupement de cadavres dans une zone réduite. La découverte de l'uniforme médical intact a renforcé la preuve qu'il n'y avait pas d'erreur d'identification. Les routes qui reliaient Caen à Quesnay furent également le théâtre de massacres. Plusieurs groupes de prisonniers capturés lors de contre-attaques furent obligés de marcher vers des zones isolées. Sur un tronçon au sud de Caen, environ 17 Canadiens furent alignés dans le fossé et exécutés par des rafales de mitrailleuses. Les paysans qui durent ensuite enlever les corps racontèrent que les victimes présentaient des impacts concentrés dans la nuque, ce qui indique qu'elles avaient été contraintes de s'agenouiller ou de se pencher avant de recevoir les tirs. À Quesnay, un autre groupe d'entre 30 et 40 soldats a été emmené dans une clairière près de la route. Après les avoir forcés à lever les mains, un officier allemand leur a annoncé qu'ils ne seraient pas envoyés dans un camp de prisonniers. Ensuite, l'ordre de tirer a été donné. La plupart ont été tués sur le coup, mais certains ont tenté de fuir. 5 hommes ont réussi à s'échapper initialement, bien que 4 aient été abattus pendant la poursuite. Un seul a réussi à atteindre les lignes canadiennes et à témoigner de ce qui s'était passé. Lorsque la zone a été libérée, on a trouvé des fosses avec des restes montrant de multiples impacts et, dans certains cas, les mains liées avec des sangles. Les récits de ceux qui ont survécu coïncidaient dans la mécanique.
Un soldat a raconté qu'au début de la fusillade, il s'est jeté à terre en faisant semblant d'être mort et qu'il a réussi à s'échapper pendant la nuit. D'autres ont raconté qu'ils sont restés immobiles sous les corps de leurs compagnons jusqu'à ce que les SS se retirent. Ces coïncidences montrent un schéma clair, des groupes alignés, des tirs de mitrailleuses et parfois des exécutions individuelles à courte distance. Les rapports alliés ont corroboré ces récits avec des autopsies. Les cadavres montraient des tirs concentrés sur la tête et le torse, ainsi que des liens aux mains et aux poignets dans certains cas. Les résultats médicaux ont confirmé qu'il ne s'agissait pas de morts au combat, mais d'exécutions sommaires. Les témoignages de civils et de soldats évadés convergeaient sur un point essentiel. À partir du 8 juin, la violence contre les prisonniers canadiens est devenue une pratique habituelle dans le secteur de la 12e SS. La séquence était toujours la même: capture, fouilles rapides, bref interrogatoire et exécution en groupe. Les lieux variaient entre fossés, champs ouverts ou jardins de bâtiments réquisitionnés, mais la mécanique se répétait de manière identique. L'ampleur de ces massacres a été reflétée dans les chiffres estimés par les rapports alliés. Entre le 7 et le 10 juin, aux alentours de Puteaux, Bretteville et Quesnay, on estime qu'entre 80 et une centaine de prisonniers ont été exécutés. La plupart étaient canadiens, bien qu'il y ait aussi eu des Britanniques. Les registres des disparus confrontés aux corps exhumés ont démontré que de nombreux hommes qui avaient été signalés comme prisonniers de guerre ne sont jamais arrivés dans les camps à l'arrière, ce qui confirme qu'ils ont été éliminés pendant ces jours. Certains ont réussi à s'échapper et à raconter ce qui s'était passé. Leurs témoignages ont été décisifs pour reconstruire les massacres et ont clairement établi la mécanique répétitive. Ils ont décrit des rangées de 10, 20 ou 40 hommes alignés dans des clairières ou des fossés, fusillés avec des mitrailleuses et des tirs de grâce. Les ordres étaient donnés par des officiers ou des sous-officiers présents, sans improvisation apparente. La répétition de ces actes dans différents endroits en une période brève indique que la pratique était tolérée, sinon directement ordonnée, par les commandements de la division. La structure de commandement de la 12e SS accordait une certaine autonomie aux chefs de compagnie et de bataillon, ce qui explique les différences dans le nombre de victimes et dans la localisation des massacres. Cependant, la similitude des méthodes pointe vers une orientation commune: éviter le transfert de grands groupes de prisonniers et les éliminer sur le lieu même de la capture. La procédure avait été systématisée en quelques jours, devenant une partie intégrante du mode d'opération de la division. Les massacres de ces jours se distinguèrent des exécutions immédiates à Puteaux par leur échelle et organisation. Alors qu'à Puteaux, la violence surgit au milieu du combat urbain, dans les châteaux, sur les routes et champs ouverts, les exécutions suivirent des protocoles plus élaborés, avec des transferts planifiés et une élimination collective organisée. Cette évolution marqua un point de bascule dans le comportement de la division, qui à partir de ce moment consolida un modèle de répression systématique dans tout le secteur canadien. Chasse cachée, prisonniers effacés dans les champs et les forêts. Après les massacres survenus à Puteaux-en-Bessin, Bretteville, Quesnay et à l'abbaye d'Ardennes, la violence contre les prisonniers canadiens n'a pas cessé. Les jours suivants, les combats initiaux ont montré un phénomène différent. Exécutions dispersées, réalisées dans de petites localités rurales, avec un nombre réduit de victimes et dans des lieux improvisés. Ces morts n'ont pas atteint l'ampleur des massacres collectifs, mais ont suivi un schéma reconnaissable. Des soldats capturés en groupes de 3, 5 ou 10 hommes étaient éloignés du front et éliminés sans laisser de traces officielles. La caractéristique principale de ces épisodes était la dispersion géographique et la difficulté à les documenter avec précision, ce qui explique que dans de nombreux cas, le nombre exact de victimes n'ait jamais été établi. Dans divers villages normands, des exécutions ont été enregistrées dans des écuries et des granges réquisitionnées comme postes de commandement ou de repos pour les troupes allemandes. Les prisonniers étaient retenus pendant quelques heures, surveillés par un petit nombre de soldats, puis conduits hors des bâtiments vers des forêts proches ou des champs ouverts. Là, ils étaient fusillés avec des armes à feu courtes ou des mitrailleuses légères. Parfois, les corps étaient laissés sur place. D'autres fois, ils étaient enterrés sous les sols des granges ou dans des fossés adjacents. Les paysans de la région, contraints de collaborer sous la menace, se sont souvenus qu'ils devaient souvent recouvrir de terre les cadavres dans des fosses improvisées.
Les cratères laissés par les bombardements aériens alliés et l'artillerie sont également devenus des lieux d'exécution. La présence de gouffres dans les champs cultivés offrait aux unités allemandes des fosses rapides. Des témoignages recueillis après la guerre ont indiqué que de petits groupes de prisonniers, de 3 à 5 hommes, étaient conduits jusqu'au bord de ces cratères et exécutés par une balle dans la tête. Les corps étaient poussés à l'intérieur et recouverts de terre de manière superficielle. Dans plusieurs cas, les corps ont été découverts plusieurs semaines après, lorsque les paysans ont repris le travail de leurs terres après le retrait allemand. Quelques récits provenaient de conscrits polonais intégrés de force à la Wehrmacht et affectés comme auxiliaires dans des unités allemandes. Dans des déclarations ultérieures, ils ont décrit des fusillades de prisonniers canadiens sous la supervision d'officiers de la SS. L'un d'eux a raconté avoir vu 7 hommes alignés face à une mitrailleuse légère et abattus en quelques secondes. Un autre a assuré qu'après l'exécution, les corps avaient été recouverts de branches et de terre dans une forêt, sans sépulture formelle. Ces déclarations montraient la participation de troupes auxiliaires à des tâches de surveillance et leur exposition directe à la violence exercée par la division. Des prisonniers allemands capturés par les Alliés ont confirmé l'existence de ces pratiques. Des soldats de la Wehrmacht, affectés comme personnel de soutien ou de réserve, ont reconnu que les exécutions de prisonniers alliés étaient connues au sein des troupes. Certains ont affirmé avoir assisté à des fusillades, d'autres ont dit avoir entendu des coups de feu et reçu des informations de camarades. Ces déclarations ont apporté une vision interne sur la dynamique de la 12e SS, où l'élimination des prisonniers avait été normalisée comme procédure ordinaire. L'un des principaux problèmes pour les chercheurs fut l'absence de corps dans plusieurs cas. Des disparitions de 15 à 20 Canadiens dont le sort n'a jamais pu être confirmé ont été enregistrés. Leurs noms figuraient sur des listes de disparus, mais il n'y avait pas de traces qu'ils soient arrivés dans des camps de prisonniers en Allemagne, ni qu'ils aient survécu à la guerre. Les conclusions ultérieures ont indiqué qu'il était plus probable qu'ils aient été exécutés dans des endroits isolés et enterrés dans des fosses qui n'ont jamais été localisées. La dispersion des combats, la dévastation causée par l'artillerie et les changements constants sur la ligne de front compliquaient la récupération des restes. La population civile joua un rôle important en tant que témoin indirect. Dans plusieurs villages, des paysans et des voisins ont vu comment de petits groupes de prisonniers étaient emmenés vers des étables, des forêts ou des champs, et peu après, ils entendaient des coups de feu. Cependant, la peur des représailles de la SS les obligeait à garder le silence. Dans certains cas, des familles entières ont caché ce qu'elles avaient vu jusqu'après la libération, lorsqu'elles ont pu le raconter aux autorités alliées. Un agriculteur des environs de Caen a déclaré après la guerre qu'il avait vu 3 Canadiens conduits jusqu'à une étable sur sa propriété. Peu après, il a entendu des coups de feu à l'intérieur. Lorsque les Allemands ont quitté les lieux, il a découvert 3 corps avec des impacts de balles dans la tête. À Buron, des villageois ont raconté comment plusieurs prisonniers avaient été emmenés dans une forêt, suivis de rafales de mitrailleuses. Quelques jours plus tard, ils ont trouvé des restes humains à peine recouverts de terre. Les preuves archéologiques et médico-légales de ces épisodes se sont prolongées dans le temps. Dans les décennies suivant la guerre, des fouilles en Normandie ont révélé des restes humains qui correspondaient à des soldats portés disparus dans les premiers jours après le débarquement. Les analyses ont confirmé des tirs à l'arrière du crâne, compatibles avec des exécutions à courte distance. Des plaques d'identification, des boutons d'uniforme et des objets personnels ont permis de les relier à des soldats signalés disparus en juin 1944. Dans de nombreux autres cas, cependant, aucun reste n'a été trouvé. Le terrain dévasté par l'artillerie lourde et les bombardements aériens a altéré le paysage, rendant impossible la localisation des fosses originales. En conséquence, un nombre significatif de disparitions n'a jamais pu être résolu. Les rapports canadiens élaborés après la guerre incluent des listes d'hommes dont le dernier lieu de séjour est inconnu, bien que les preuves circonstancielles indiquent qu'ils ont été exécutés lors d'épisodes dispersés aux mains de la 12e SS. La différence entre ces exécutions rurales et les massacres collectifs résidait dans l'échelle et la documentation. Tandis qu'à l'abbaye d'Ardenne ou dans les champs de Puteaux, on trouvait des preuves directes, des corps et de multiples témoignages, dans les épisodes dispersés, les preuves étaient plus fragmentaires. Cependant, la concordance des récits de civils, de conscrits et de soldats allemands ainsi que la disparition confirmée de Canadiens
a permis d'établir un schéma de chasse à l'homme. Ces faits montrent l'étendue du phénomène en Normandie. Ils ne se sont pas limités à un seul endroit ni à un seul jour, mais se sont reproduits à différents points au cours de la première semaine après le débarquement. Les prisonniers capturés en petits groupes, loin des grandes batailles, avaient peu de chances de survivre. Leur élimination immédiate, dans des étables, des forêts ou des cratères, a complété le tableau de la violence de la 12e SS contre les Canadiens durant ces jours. La dispersion de ces crimes révèle également l'autonomie opérationnelle des commandants de rang inférieur. Les officiers de compagnie et les sous-officiers appliquaient de leur propre initiative l'élimination des prisonniers, sans nécessité d'ordre spécifique dans chaque cas. Cette décentralisation de la violence indique que la pratique avait été adoptée par la chaîne de commandement comme une procédure acceptée. Le comportement de la division montrait ainsi une étape supplémentaire dans la systématisation de la répression, étendant la violence des grands massacres à la persécution des prisonniers isolés dans des zones rurales. Le procès de Meyer, le Canada fait face à la mémoire ensanglantée. La fin de la bataille de Normandie n'a pas clos la question des exécutions de prisonniers canadiens. Dès les premiers mois suivant le débarquement, le haut commandement allié et les autorités canadiennes ont lancé des enquêtes systématiques dans le but de documenter les faits, d'identifier les responsables et de préparer des procès judiciaires. L'épisode le plus marquant de ces efforts a été l'arrestation et le procès de Kurt Meyer, commandant du 25e régiment panzergrenadier de la 12e division SS Hitlerjugend. Meyer a été capturé par des troupes américaines en Belgique en septembre 1944. Après son arrestation, il a été interrogé et remis aux autorités canadiennes, car la majorité des victimes de son unité étaient des soldats de ce pays. Le gouvernement canadien a décidé de le juger devant un tribunal militaire établi à Auric, Allemagne, en décembre 1945. Ce fut le premier grand procès pour crimes de guerre tenu sous juridiction canadienne. Les charges contre Meyer reposaient sur le principe de la responsabilité de commandement. Bien qu'il n'ait pas été prouvé qu'il ait participé personnellement aux exécutions, il a été établi qu'il était à la tête d'une unité dans laquelle se produisaient des assassinats systématiques de prisonniers et que, en tant que commandant, il avait l'obligation de les empêcher ou de les punir. Le tribunal a accepté comme preuve les témoignages de soldats canadiens qui ont survécu au massacre, les déclarations de civils français et la documentation recueillie sur les lieux où les crimes ont été commis. Un témoignage clé a été celui d'un soldat canadien qui a réussi à s'échapper de l'abbaye d'Ardenne. Son récit détaillé sur les interrogatoires et les exécutions dans le jardin s'est avéré décisif. À ce témoignage se sont ajoutés les rapports médico-légaux sur les corps exhumés à Puteaux, Bretteville et à l'abbaye elle-même, qui confirmaient des morts par balles à courte distance et excluaient tout affrontement armé dans ces contextes. Le 28 décembre 1945, le tribunal a déclaré Meyer coupable et l'a condamné à mort par fusillade. Cependant, la sentence a été commuée en janvier 1946 en réclusion à perpétuité par décision du général Harry Crérard, commandant de la première armée canadienne. La commutation était basée sur la difficulté de prouver que Meyer avait donné des ordres directs d'exécution, bien que sa responsabilité pour omission de contrôle sur ses subordonnés ait été maintenue. Meyer a été transféré au Canada pour purger sa peine dans la prison de Dorchester, dans la province du Nouveau-Brunswick. Il y est resté jusqu'en 1951, quand il a été transféré à nouveau en Allemagne pour terminer sa peine dans une prison militaire britannique. Finalement, en 1954, il a été libéré après avoir purgé 9 ans de détention. Sa libération a provoqué une forte controverse au Canada, où de nombreuses familles des victimes ont estimé que le temps purgé ne correspondait pas à la gravité des crimes. En plus du processus contre Meyer, d'autres procès à plus petite échelle ont eu lieu contre des officiers et sous-officiers de la 12e SS. Certains officiers intermédiaires ont été accusés de participer à des exécutions spécifiques, mais la plupart de ces processus ont rencontré de grandes difficultés. Les preuves étaient limitées, les ordres étaient transmis verbalement et les témoins étaient rares. En conséquence, seul un nombre réduit d'accusés a reçu des condamnations significatives, tandis que beaucoup d'autres n'ont pas été jugés. L'un des cas les plus discutés fut celui de Wilhelm Mohnke. En tant que commandant de bataillon dans la 12e SS pendant la campagne de Normandie, il fut indirectement impliqué dans plusieurs massacres.
Capturé par les Soviétiques, il passa plusieurs années en prison en Union soviétique et fut libéré en 1955. Il retourna en Allemagne et ne fut jamais poursuivi pour les crimes de Normandie. L'absence de preuves directes le liant à des ordres spécifiques d'exécution empêcha un procès formel. Jusqu'à sa mort, en l'an 2001, Mohnke resta une figure controversée, considéré comme responsable moral, mais jamais condamné judiciairement. La mémoire des victimes est restée profondément enracinée au Canada. Dès les premières années après la guerre, des monuments commémoratifs ont été érigés en Normandie. À Auty, des plaques rappellent les soldats tués en juin 1944. L'abbaye d'Ardennes est devenue un lieu de mémoire permanent, avec des inscriptions et des cérémonies en l'honneur des 18 soldats exécutés dans son jardin. L'historiographie canadienne a consacré de nombreuses études à ces faits. Des livres, articles et documentaires ont analysé la portée des massacres et leur impact sur le moral des troupes. Le procès de Meyer, en particulier, a fait l'objet d'un examen exhaustif tant du point de vue juridique que militaire. Les actes du tribunal à Auric sont conservés comme un témoignage essentiel des efforts pour établir des responsabilités. Dans le domaine audiovisuel, la Canadian Broadcasting Corporation a produit des documentaires avec des témoignages de vétérans et de familles des victimes, ce qui a aidé à consolider la mémoire publique des crimes. Sur le plan international, les épisodes de Normandie se sont inscrits dans le cadre plus large des crimes de guerre nazis. Bien que l'échelle ait été moindre que sur le front de l'Est, son importance résidait dans le fait qu'ils ont été commis contre des troupes régulières d'une armée alliée à un stade avancé de la guerre, lorsque les normes internationales sur le traitement des prisonniers étaient pleinement reconnues. Pour le Canada, il représentait le plus grand crime de guerre subi par ses forces armées dans toute son histoire. Le cas de Meyer est devenu un exemple de l'application du principe de responsabilité de commandement. Comme lors des procès de Nuremberg, il a été démontré qu'un commandant pouvait être condamné non seulement pour avoir ordonné directement une exécution, mais aussi pour avoir permis que ces pratiques deviennent courantes au sein de son unité. Ce précédent a influencé le développement ultérieur du droit international humanitaire. Au fil des décennies, la commémoration des victimes a perduré. À chaque anniversaire du débarquement en Normandie, des délégations canadiennes se rendaient en France pour rendre hommage à l'abbaye d'Ardennes et en d'autres lieux où eurent lieu les exécutions. Les cérémonies incluaient la lecture des noms des soldats tués et la participation de vétérans, quand ils étaient encore en vie. Les études académiques ont continué d'élargir la compréhension de ces faits, les liant avec le comportement des Waffen-SS en général et avec la culture militaire du régime nazi. L'analyse historique a montré la relation entre l'endoctrinement idéologique de la 12e SS, l'expérience préalable de ses commandements sur le front oriental et l'adoption de méthodes répressives sur le front occidental. Cette ligne de recherche a permis de mieux comprendre les mécanismes qui ont facilité la commission de crimes de guerre. La documentation générée par ces recherches a également servi de base pour le développement d'études juridiques sur la protection des prisonniers de guerre et sur la responsabilité de commandement. Les cas de Normandie sont fréquemment cités comme exemples dans les manuels militaires et dans les forums académiques de droit international. Le souvenir des soldats canadiens exécutés en Normandie reste vivant dans la mémoire collective, tant au Canada qu'en France. La persistance de cérémonies, de recherches et de publications reflète l'importance de ces épisodes, non seulement en tant que partie de l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi comme élément central dans la construction de la mémoire canadienne sur sa participation au conflit.